Bonjour, c'est Benjamin et aujourd'hui nous allons parler des effets du sport sur le cerveau. Avec la réouverture des salles au moment où je tourne cette vidéo, je me suis dit que c'était l'occasion pour vous faire découvrir cet aspect plus méconnu et pourtant fondamental. En effet, on essaye souvent de motiver les gens à faire du sport en disant que c'est bon pour la santé en général, pour la santé cardiovasculaire en particulier, ou que cela peut aider éventuellement à faire perdre du poids. De nombreuses personnes aussi en font dans un objectif esthétique. Mais il y a d'autres bénéfices du sport dont on ne parle pas assez, donc notamment pour renforcer les os par exemple, ou c'est le sujet d'aujourd'hui, pour tous ces effets sur le cerveau, sur la mémoire, sur la création de nouveaux neurones, etc. C'est pour cela que c'est dommage d'avoir parfois la caricature, notamment, vous l'avez tous vu voilà, dans beaucoup de films et de séries télé, avec d'un côté les intellos et de l'autre les sportifs. On pourrait parler des heures de toute l'histoire du rapport au corps dans la culture occidentale en particulier, notamment du dualisme voilà, corps-esprit qui existait déjà chez Platon et qui connaîtra son paroxysme évidemment avec le christianisme. Mais de nombreux philosophes à travers l'histoire défendront aussi l'importance de l'activité physique. Aristote, par exemple, considérait que les 4 piliers d'une bonne éducation étaient les lettres, la musique, la poésie et la gymnastique, pour non seulement exercer son corps, mais aussi la vertu de son âme, en particulier son courage. Et le plus célèbre défenseur du corps en mouvement, c'est évidemment Friedrich Nietzsche, qui a dit, je cite, que seules les pensées qu'on a en marchant valent quelque chose, et qu'il ne fallait prêter foi à aucune pensée qui n'ait été composée au grand air, dans le libre mouvement du corps, à aucune idée où les muscles n'aient été eux aussi de la fête. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé sur la Côte d'Azur, vous avez peut-être déjà vu le chemin de Nietzsche à Aise-sur-Mer, où il aimait beaucoup se promener. Mais bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas l'aspect historique ou philosophique, mais les preuves scientifiques qui vont vous montrer l'importance de l'activité physique pour le cerveau. Avant de rentrer dans le détail, si vous voulez profiter aussi du fait de vous remettre à fond au sport, avec la réouverture des salles notamment, comme je le disais, donc pour passer aussi au niveau supérieur côté alimentation, je vous rappelle que j'ai lancé il y a 1 an ma formation Natura Power, qui est tout simplement la formation en ligne la plus complète qui existe sur le sujet de la nutrition sportive. Donc si vous voulez reprendre dans les meilleures conditions, que ce soit pour la performance, pour la santé en général, ou même si vous avez pris un peu de poids pendant les confinements et que vous voulez le perdre, le lien est sous la vidéo pour en savoir plus. Comme vous allez le voir, je vais vous faire de la vraie vulgarisation scientifique de haut niveau, comme à mon habitude ici. Mais ne vous inquiétez pas, je vais à chaque fois tout vous expliquer de la manière la plus simple possible. Commençons par parler de la neurodégénérescence, qui est en fait la perte progressive de la structure et des fonctions des neurones, qui peut aller jusqu'à la mort de ces cellules. Elle est à la source des maladies neurodégénératives, donc telles que Parkinson, Alzheimer, la sclérose en plaques, etc. Et elle est fortement liée à l'âge, même s'il y a d'autres facteurs. Donc plus on vieillit, plus le risque de déclin cognitif augmente. Pour comprendre comment le sport peut protéger notre cerveau de cette neurodégénérescence, il faut tout d'abord que je vous parle du facteur neurotrophique issu du cerveau, ou Brain Derived Neurotrophic Factor en anglais, aussi connu sous son acronyme de BDNF. Alors n'ayez pas peur, en fait le BDNF, c'est une protéine qu'on trouve dans le cerveau et qui aide à la survie des neurones et au développement de nouveaux neurones. Et l'exercice physique augmente la production de BDNF. C'est donc aussi un très bon marqueur des effets du sport sur le cerveau si on veut l'étudier. Pour entrer plus dans le détail, ce sujet d'étude est encore très récent. Il y a vraiment une vingtaine d'années qu'il a commencé à émerger. Si on synthétise les études disponibles, comme l'ont fait par exemple 2 méta-analyses en 2015 et 2018, on remarque que les efforts aérobie, le cardio pour faire très simple, boostent la production de BDNF de manière très claire. Pour les efforts anaérobie, donc tout ce qui va être soit renforcement musculaire, force musculation ou effort à haute intensité, c'est un peu plus complexe, mais surtout parce qu'il y a moins d'études sur le sujet. Mais en se basant sur les travaux disponibles, on peut déjà tirer 4 grandes conclusions. Premièrement, l'effet ne se voit qu'au bout de plusieurs semaines de pratique.
Si vous êtes débutant, ce n'est pas au bout de 3 cours que votre taux de BDNF va augmenter. Deuxièmement, il faut un volume minimum. Rien d'étonnant là non plus, pour ceux qui font de la musculation ou qui suivent des programmes de force en haltérophilie ou en crossfit par exemple. Ça va vous parler si je vous dis que pour cet effet spécifique sur le BDNF, vaut mieux par exemple faire 4 fois 10 répétitions à poids moyen sur du squat par exemple, que du 5 fois 5 à charge plus lourde. Là, on est donc plus sur des programmations qu'on va dire type hypertrophie, de prise de muscle, que sur des programmations de pure prise de force. Encore une fois, là, je ne parle ici que des effets sur le cerveau. Troisièmement, un point important, l'effet est beaucoup plus clair avec des exercices polyarticulaires et avec des poids libres. Donc, par exemple, un squat ou un soulevé de terre à la barre, qu'avec des exercices en isolation et à la machine. Là aussi, rien d'étonnant. Plus vous utilisez tout votre corps, plus vous recrutez de muscles à la fois, plus vous aurez d'effets. Et enfin, dernier point, au-delà du volume, il semble important de s'entraîner plus ou moins proche de l'échec pour vraiment stimuler la synthèse de BDNF, même si on n'a pas assez d'études sur ce sujet spécifique pour affirmer s'il faudrait s'entraîner systématiquement comme cela ou juste une partie des séances. Comme je le disais, c'est un sujet d'études encore très récent, émergent. Mais pour résumer sur cet effet du sport sur la production de BDNF, en se basant sur les données disponibles, il est évident que l'idéal, c'est d'inclure les deux types d'efforts, cardio et musculation, pour faire simple, pour bénéficier du meilleur des deux mondes. On peut aussi retourner la question dans l'autre sens, à savoir, plutôt que de regarder les effets d'une activité physique supérieure à la normale ou à la moyenne, quelles seraient au contraire les conséquences d'une inactivité physique, d'une dépense physique minimum. C'est intéressant de se la poser dans ce sens, surtout quand on sait que de nombreuses personnes, non seulement ne font pas de sport, mais au quotidien bougent très peu, restent assises toute la journée, et je ne parle même pas des personnes âgées en maison de retraite qu'on ne fait souvent quasiment pas bouger. Alors, pour des raisons éthiques, les études sur ce sujet ne sont faites que sur modèle animal, pas sur l'homme, parce que, pour faire simple, on va par exemple attacher des souris pour les empêcher de se servir de leurs pattes arrière. C'est un modèle qui simule le fait de rester alité, par exemple, ou on s'en sert aussi pour étudier les effets de la pesanteur. Dans une étude de ce type, les chercheurs ont immobilisé des souris pendant 14 jours avant d'analyser leur cerveau, en comparant avec des souris qui pouvaient, elles, bouger librement. Juste avant de vous donner les résultats, il faut juste que je vous explique à nouveau un petit point important. Dans le cerveau, y compris chez les humains adultes, il n'y a que quelques zones précises qui sont capables de générer de nouveaux neurones à partir de cellules souches, et l'une d'entre elles s'appelle la zone sous-ventriculaire. Et donc, comme résultat de cette étude, la prolifération cellulaire dans cette zone, c'est-à-dire le nombre de cellules souches qui se divisaient pour former de nouveaux neurones, a été réduit de 70% dans le groupe immobilisé. De plus, ces nouveaux neurones avaient plus de mal à devenir complètement matures et fonctionnels dans ce même groupe. Alors apparemment, les effets viendraient de l'expression de deux gènes qui seraient impactés par l'activité physique ou l'inactivité physique, notamment au niveau des jambes. Donc en résumé, pensez encore une fois à bouger, à marcher le plus possible au quotidien et n'oubliez pas éventuellement vos séances de squat si vous voulez fabriquer de nouveaux neurones. Parlons maintenant des effets sur la mémoire. Dans notre cerveau, la mémoire fait appel à beaucoup de mécanismes complexes. Il y a différents types de mémoire qui vont être stockés dans différentes régions. Mais, encore une fois, dans le but de simplifier, focalisons-nous uniquement sur l'hippocampe, qui est formé de ces deux structures au centre et à la base du cerveau, qui jouent un rôle central dans la mémoire, et notamment dans la création de nouveaux souvenirs. Pour simplifier énormément, on peut dire que l'hippocampe est un peu comme une mémoire tampon qui stocke les souvenirs de la journée, la mémoire à court terme, avant que le cerveau ne les stocke ailleurs dans la mémoire à long terme. D'ailleurs, pour info, c'est un mécanisme qui se déroule pendant le sommeil, comme le savent d'ailleurs très bien ceux qui ont suivi ma formation, l'Académie du sommeil. Tout cela pour dire que si on veut étudier les effets du sport sur la mémoire,
l'hippocampe sera un bon indicateur. Et il existe justement des travaux qui se sont servis de celui-ci. On a par exemple une étude qui a montré qu'un petit programme de 6 mois d'exercice aérobie régulier, à savoir de la marche rapide, avait augmenté le volume de l'hippocampe chez des femmes de plus de 70 ans souffrant de déclin cognitif léger, ce qui laisse donc présager un effet positif sur la mémoire au final. Je vous parlais de maladies neurodégénératives, et celle qui est certainement la plus étudiée et qui touche le plus de monde, c'est la maladie d'Alzheimer, qui devient même un enjeu de santé publique majeur dans les pays développés. Et comme vous le savez, l'un de ses premiers symptômes, c'est la perte de mémoire. Donc tout ce qui pourrait contribuer à préserver le fonctionnement de la mémoire serait d'une aide incroyable, ce serait un outil indispensable, d'autant plus si c'est une méthode non invasive et sans coût entre guillemets pour le système de santé, comme le sport. Comme je le disais juste avant, il y a des molécules comme le BDNF qui vont avoir une action directe. Mais l'activité physique va aussi avoir un effet plus global sur la circulation sanguine. Vous comprenez bien qu'une meilleure circulation dans le cerveau, ça signifie une meilleure irrigation des tissus, une meilleure oxygénation, que toutes les cellules puissent recevoir les différents nutriments, etc. Et il est donc logique de penser que cela aurait un effet positif sur les fonctions du cerveau, comme la mémoire. C'est cette hypothèse qu'ont testé des chercheurs de l'Université du Texas très récemment dans une étude publiée en 2020. Ils ont pris un groupe de 30 personnes âgées de plus de 60 ans souffrant d'un léger déclin cognitif, dont la moitié a suivi pendant 12 mois, donc un an, un programme d'exercice cardio, 3 à 4 séances par semaine, et l'autre moitié faisait des séances d'étirement. C'était pour avoir donc un autre groupe pour faire la comparaison. Et les chercheurs ont fait des scanners du cerveau des participants au début et à la fin des 12 mois. Et le résultat, comme on s'y attendait, est que le groupe faisant du cardio a vu une amélioration de la circulation sanguine dans le cerveau, en particulier dans des régions liées à la mémoire, comme l'hippocampe dont on vient de parler, et aussi le cortex singulaire antérieur. Et ils ont aussi vu une amélioration de 47% sur le score d'un test de mémoire logique entre le début et la fin de l'étude. Pour finir, est-ce que l'activité physique a un effet sur la dépression ? C'est une question complexe car il faut déterminer si c'est l'exercice qui prévient la dépression ou bien si c'est la dépression qui entraîne une diminution de l'activité physique. Il y a de plus en plus de travaux qui montrent un changement dans la taille et la structure de certaines zones du cerveau pendant les épisodes dépressifs. Et l'activité physique pourrait avoir des effets thérapeutiques car on sait qu'elle augmente la capacité du cerveau à produire et à utiliser, par exemple, la dopamine et la sérotonine, des neurotransmetteurs qui jouent un rôle dans la dépression. Donc l'activité physique réduit aussi l'activité des hormones du stress et stimule la croissance de nouveaux neurones, comme je viens de le dire. Donc on a plusieurs études qui montrent bien cette association entre un niveau d'activité physique plus élevé et une diminution du risque de dépression, mais c'est ce qu'on appelle un lien de corrélation, c'est-à-dire que ça peut aussi vouloir dire que les personnes souffrant de dépression font moins de sport en moyenne. Et donc, pour répondre plus précisément à cette question, des chercheurs ont réalisé une étude en faisant ce qu'on appelle une randomisation mendélienne. Alors, vous embêtez pas avec le nom, mais en gros, c'est une analyse en épidémiologie qui se base sur les variations génétiques et qui permet justement de mieux distinguer les liens de corrélation et ceux de causalité. Cette étude s'est basée sur les données de plus de 600 000 adultes en Angleterre et résultat, les gènes qui favorisent une plus grande activité physique sont bien liés à une réduction du risque de dépression, alors qu'à l'inverse, les gènes qui favorisent la dépression ne sont pas liés à une réduction de l'activité physique et donc c'est bien l'activité physique qui diminue ce risque de dépression. Et la bonne nouvelle, c'est que ces effets s'observent dès 15 minutes par jour d'exercice à intensité élevée ou 60 minutes à intensité modérée, un niveau qui réduit déjà le risque de 25%. Pour finir sur ce sujet de la dépression, y a-t-il une différence dans leurs effets entre les différents types d'efforts, pour faire simple, encore une fois, entre le cardio et le renforcement musculaire, quoi. Plusieurs travaux ont étudié la question, en faisant suivre, par exemple, à un groupe de personnes souffrant de dépression un programme, justement, soit de course à pied, soit de musculation.
sans voir une différence significative entre les deux. Par contre, il semble qu'une combinaison des deux, cardio plus musculation, soit un peu plus efficace pour réduire les symptômes dépressifs. Il y a encore d'autres aspects par lesquels l'activité physique aide notre cerveau, par exemple en stimulant la synthèse de certains neurotransmetteurs comme le GABA ou le glutamate, ce qui permet au cerveau de mieux fonctionner, ou bien en augmentant notre résistance au stress, car un taux élevé de glucocorticoïdes, qui sont les hormones du stress, peut impacter négativement notamment la mémoire. Mais vous avez désormais bien compris le rôle central du mouvement, globalement de l'activité physique, pour un cerveau en pleine santé. Encore une fois, cela ne fait aucun sens de séparer le mental et le physique. Si vous êtes par exemple, je sais pas, étudiant ou que vous avez un métier très intellectuel, l'activité physique sera indispensable pour vous aider à mieux retenir des nouvelles informations. Ou je sais pas, si vous êtes manager, ça va améliorer le fonctionnement de votre cortex préfrontal qui est responsable des décisions rationnelles. Et puis si vous avez plus de 50 ans, c'est fondamental pour retarder au maximum le déclin cognitif. Et pour la mise en pratique, comme je l'ai dit, l'idéal est vraiment d'avoir autant que possible les 3 composantes de l'activité physique, à savoir du mouvement quotidien, comme la marche, le vélo, etc., du cardio à intensité modérée, qui sur certains aspects comme la circulation sanguine a certainement les meilleurs effets, et enfin du renforcement musculaire, qui apporte certainement quelques bénéfices spécifiques, même si, comme je le disais, on manque encore un peu d'études sur ce point précis. Mais voilà, bref, bougez, bougez, bougez. J'espère que cette vidéo vous motivera soit à vous mettre au sport tout court, si ce n'est pas encore le cas, soit éventuellement à bien diversifier votre pratique et à ne pas arrêter si vous en faites déjà. Et si vous êtes dans ce dernier cas et que vous voulez aussi tout savoir sur la meilleure façon de manger pour améliorer vos performances et votre santé, inscrivez-vous à ma formation Natura Power, le lien est juste en dessous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.